On l'appelle souvent la planète bleue, n'est-ce pas? Et pourtant, la vérité sur notre eau, eh bien, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. La plus grande partie de l'eau douce liquide sur Terre, elle n'est pas là où on la voit, dans les lacs ou les rivières, non. Elle est juste là, cachée sous nos pieds. Alors aujourd'hui, on part explorer ce monde invisible. C'est parti. Regardez cette image. C'est assez frappant. On a cette idée que la Terre est couverte d'eau, mais si on prenait vraiment toute l'eau de la planète pour en faire une seule sphère, voilà ce que ça donnerait. Et le plus fou, c'est ce qui suit. Regardez bien. Plus de 97% de cette sphère, c'est de l'eau salée. Et le reste, cette toute petite bille, à peine visible à côté, eh bien c'est toute notre eau douce, absolument toute. C'est avec ça qu'on doit boire, cultiver nos champs, bref, vivre. Et même cette petite bille d'eau douce, elle nous réserve encore des surprises. Parce que si on regarde de plus près, attention, environ 70% de cette eau, elle est en fait gelée, prise dans les glaciers et les calottes polaires. Pratiquement tout le reste, donc à peu près 30%, se trouve sous nos pieds. Ce qui veut dire que les lacs, les rivières, tout ce qu'on voit en surface, ça ne représente qu'un tout petit, minuscule 1% du total. C'est dingue, non? La plus grande réserve d'eau douce liquide de la planète est en réalité complètement invisible. Bon, on a vu où est l'eau. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle bouge? Comment tout ça circule? Eh bien, tout repose sur un mécanisme incroyable, un mouvement perpétuel. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. On peut imaginer une sorte de gigantesque machine planétaire. Le moteur, c'est le soleil. Il chauffe l'eau, elle s'évapore. Là-haut, elle se condense, ça forme des nuages. Et puis, hop, elle retombe. Pluie, neige. Une partie de cette eau retombe tranquillement vers les rivières. Mais une autre partie, et c'est vraiment celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle commence un très long voyage sous la terre. Ok, mais alors, concrètement, que devient chaque goutte de pluie quand elle touche le sol? Faisons un petit calcul. Sur 100 gouttes qui tombent, la grande majorité, 65, s'évapore quasi instantanément. Pouf, reparti dans l'atmosphère. 24 vont ruisseler directement vers les cours d'eau. Et il n'en reste que 11. Juste 11 petites gouttes sur 100 qui vont commencer leur lente descente dans le sol pour aller recharger les réserves souterraines. C'est ce tout petit pourcentage qui est absolument vital. Juste avant de plonger sous la surface, il faut qu'on regarde un truc important, comment l'eau s'organise une fois qu'elle est tombée. Et pour ça, tout est une question de bassin versant. L'idée est toute simple. Imaginez un entonnoir, mais un entonnoir naturel, à l'échelle d'un paysage. Voilà, un bassin versant, c'est ça. C'est juste une zone de terrain où toute l'eau de pluie qui tombe va être collectée et va s'écouler vers un seul et même point de sortie, comme une rivière. C'est vraiment l'unité de base qui organise tout le trajet de l'eau en surface. Et ce système, il est magnifiquement organisé. On peut le voir comme un arbre couché sur le sol. Les tout petits ruisseaux, ce sont les brindilles. Ils se rejoignent pour former des branches un peu plus grosses, qui elles-mêmes finissent par former le tronc principal, la grande rivière. Et tout ça, c'est juste la gravité et le relief du terrain qui le dessinent. C'est aussi simple et élégant que ça. Voilà pour le 1% visible, celui qu'on connaît bien. Mais maintenant, il est temps de faire le grand saut. On va suivre nos fameuses 11 gouttes sur 100 et plonger dans le monde qui contient 29% de toute notre eau douce. Bienvenue dans le royaume des eaux souterraines. La question est toute simple, mais elle est essentielle. L'eau qui s'infiltre dans le sol, elle ne disparaît pas comme par magie. Alors, où va-t-elle exactement? Quel genre de voyage incroyable commence juste sous nos pieds? Alors, la première chose très importante, il faut chasser de son esprit l'image qu'on a tous, celle des grottes immenses avec des lacs et des rivières souterraines. Ça existe, mais ce n'est pas ça l'essentiel. La réalité, elle est à la fois plus simple et plus fascinante. L'eau, en fait, elle remplit juste les minuscules espaces vides qui existent entre les grains de sable, les graviers, les morceaux de roche. La meilleure image, vraiment, c'est celle d'une éponge géante. Une éponge imbibée d'eau. Le sous-sol, c'est ça. Et cette éponge géologique, cette couche souterraine capable de stocker l'eau et de la laisser circuler, eh bien, elle a un nom. On appelle ça un aquifère. Et c'est de là, de ces réservoirs naturels, qu'on tire une immense partie de notre eau potable. Mais attention, tous les aquifères ne se ressemblent pas. Pour simplifier, on peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle la nappe libre. Elle est juste sous la surface, directement alimentée par la pluie qui s'infiltre. Et de l'autre côté, on a la nappe captive. Alors elle, comme son nom l'indique, elle est coincée, piégée entre deux couches de roches imperméables. Et l'eau qui est dedans, elle est sous pression. Donc, pour résumer, la nappe libre, c'est un peu comme un réservoir à ciel ouvert. Facile à remplir, mais du coup beaucoup plus vulnérable à la pollution. La nappe captive, c'est l'inverse. C'est une sorte de coffre-fort. L'eau y est super bien protégée, mais le remplissage est extrêmement lent. Parfois, l'eau qu'on y trouve est tombée du ciel sous forme de pluie il y a des milliers d'années. C'est assez incroyable d'y penser.
Évidemment, dans la vraie vie, le sous-sol, c'est rarement aussi simple qu'un dessin, c'est beaucoup plus complexe. Un seul paysage peut cacher une véritable mosaïque d'aquifères très différents. On peut trouver de l'eau dans le sable au fond d'une vallée, dans des couches de calcaire poreux, ou même dans les toutes petites fissures d'une roche très dure comme le granit. C'est un immense réseau caché où tout est interconnecté. Comprendre comment fonctionne ce monde invisible, c'est la première étape. C'est crucial. Mais l'étape suivante, la plus importante de toutes, c'est de le protéger. Parce que oui, cette ressource absolument vitale est aujourd'hui en danger. Et les menaces, elles sont bien réelles. D'abord, il y a le surpompage. C'est simple, on pompe l'eau plus vite qu'elle n'a le temps de se renouveler. Ensuite, bien sûr, la pollution, qui s'infiltre et peut contaminer ces réserves pour des décennies. Et enfin, il y a l'urbanisation. On bétonne, on goudronne, et on empêche tout simplement la pluie de faire son travail et de recharger ces nappes si précieuses. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Le plus grand réservoir d'eau douce liquide sur Terre est invisible. Alors, comment fait-on pour protéger quelque chose qu'on ne voit pas? Comment peut-on prendre soin d'un trésor qui est là, juste sous nos pieds, mais qui reste caché à nos yeux? C'est sans doute l'un des plus grands et des plus silencieux défis de notre temps.